Donc on va prendre la route pour aller à Lexiomo, puisque la visite va par le chemin et puis la visite de la chapelle. On est ici sur le devant de l'église, on est sur l'ancien cimetière. On en parlera quand on reviendra ici faire un tour du quartier et comment c'était à l'époque. Donc on va prendre le chemin de Lexiomo. Le chemin de Lexiomo il commence ici. Il arrive jusqu'à la chapelle et il monte en forêt jusqu'à la route du sud. Il porte ce nom depuis probablement la chapelle, 1645, 1650 dans ces eaux-là. Avant, il devait s'appeler le chemin des Claix puisqu'il est à la limite de la forêt. Il se poursuit jusqu'à Saint-Leu-la-Forêt parce qu'en 1600 et quelques, et précédemment, Saint-Leu-la-Forêt était en haut de la rue du Château. Il n'était pas en bas comme c'est maintenant, mais il était tout en haut. Donc l'église était en haut, l'église de Taverny était là, ici. Donc ce chemin-là passait par derrière, il passe d'ailleurs toujours par derrière la Tuilleule, l'hôpital du Parc, pardon. Voilà, l'hôpital du Parc, il porte le nom de chemin des Claix, et il continue vers Saint-Leu, qui est à une cinquantaine de mètres de la rue des Aumus. Voilà, et bon, on peut y aller. Alors ce quartier-là, ici, cette partie-là avec cette maison qui est relativement récente en fin de compte, et puis le château Picot qui est derrière, s'appelle le quartier des Hutres, H-U-T-R-E, assez souvent écrit en latin H-U-T-R-U. Voilà. Bon, l'entrée du chemin, on s'arrête là juste pour dire deux mots. On est devant le dernier cimetière, de la dernière partie du cimetière de la Forêt, qui est celle-là, qui a la forme d'un L, qui a été... le terrain a été occupé, grosso modo, à la fin des années 1950. L'autre entrée, qu'on dit principale, c'est l'entrée de la partie du cimetière qui a été construite ou acquise en 1920 avec le monument aux morts. Derrière ce que l'on appelle le vieux cimetière, c'est dans ma dénomination, c'est le troisième cimetière de Taverny, qui a une forme arrondie dans le haut, qui a été lui occupé en 1862. Le cimetière qui s'appelle numéro 1, c'est une toute petite partie de cet ancien cimetière, de ce cimetière numéro 2 qui a été inclus lors de la construction et qui lui a été créé en 1841. Et avant ça, et en glissant légèrement, celui qui était le cimetière de Taverny se trouvait autour de l'église. Il occupait la surface, ce qui est exactement autour de l'église, c'est-à-dire le mur du cimetière là, jusqu'au mur du parvis, qui est devant. Après, il y a eu des modifications. Quand en 62, on a dégagé ce vieux cimetière pour faire les travaux de rénovation de l'église qui avait été classée et recouper cette partie-là. Ce vieux cimetière-là était plein, entre guillemets, en grosso modo 1990-92, c'est à cette époque-là qu'on a prévu de faire un cimetière dans la plaine. Mais ce n'était pas la première idée, il y avait une première idée d'un cimetière dans la plaine qui date de 1913-1914. Voilà. Tout à fait. Et les terrains du cimetière viennent de différents propriétaires, des privés, pour le premier cimetière. Pour l'agrandissement en arrondi, les terrains ont été donnés par une compagnie d'assurance qui s'appelle les compagnies d'assurance sur la vie des hommes, qui avait acheté les terrains en 1849. Et l'agrandissement, les deux qui sont là, ont été donnés par partie par la famille Le Baudy, qui était propriétaire des terrains, et donc par le mari, le comte de Fell, et par la ville de Paris, qui était propriétaire du sanatorium, de l'hôpital du Parc, et qui avait des terrains là, juste à côté.
et une bonne partie de ces terrains qui sont jusqu'à Lexiomo. Donc ici on est sur un très très vieux chemin de Taverny qui monte vers la forêt, fin du coteau, qui a porté successivement des noms de Sente du Marais, parce qu'en bas il y avait un marécage, Ruelle des Prisonniers, pour un rappel avec la Dame de Fer, qui était une statue qui était dans l'église de Taverny à l'époque, qui s'appelle Ruelle des Saussets maintenant, et qui a longtemps porté ce nom-là. On est ici dans un pays de sources. À cet endroit-là, en dessous de vos pieds, vous avez des quantités de sources. Et ce coin-là s'appelle la source Bonnet. Elle a été reprise par la mairie il y a un an ou deux. Et c'est un ensemble de sources qui se trouvaient là et qui alimentaient, en allant vers la gauche, la fontaine Boulmey, qui se trouvait en face l'agence Valère, pour la situer à Taverny, sur la place du marché. Et de l'autre côté, en descendant par là, l'étang bassin d'agrément du château, une borne-fontaine qui se trouvait devant la clinique de rééducation et qui se dirigeait en deux parties après vers la mairie, qui était la poste dernièrement, cette partie-là, et puis de l'autre partie vers la fontaine dite de la Barre, qui était en bas de la rue de l'église. Voilà. Et donc ici, c'est un paquet de flotte. On entend quand il pleut. Il y avait un massif ici, on entendait l'eau qui coulait. Et donc les sources ont été exploitées par des habitants de Taverny, des riches et des pauvres, toute la nature, depuis tout le long jusque Lexiomo. Il y avait des gens qui avaient des propriétés de terrain et qui avaient des sources dont ils fournissaient une quantité d'eau par contrat à la commune pour alimenter les fontaines du bas. Ici c'est Taverny, village comme on dit, 60% des habitants de Taverny. L'autre côté là-bas c'est Vaucelles, 40% des habitants du Taverny de maintenant. Deux villages séparés par un no man's land au milieu, d'à peu près égale population. Voilà. Bon, on va s'arrêter un peu au retour ici, parce que ce quartier de Taverny, là, le quartier, voilà, c'est un très très vieux quartier qui portait le nom à l'origine de Plessis-Beauregard. Plessis-Beauregard, pourquoi? Parce que la famille Montmorency, vers le XIVe siècle, avait ici, là, ou là-bas, ou là, je ne sais pas, personne ne sait, un château. À l'époque, les châteaux, ça s'appelait un Plessis, où on pouvait aller, maintenant on appellerait ça un relais de chasse, grosso modo. Il y avait le Plessis Bouchard. Il y a toujours le Plessis Bouchard parce que c'était le relais de chasse, entre guillemets, de monsieur Bouchard, qui était le comte de Montmorency. Et donc ici, c'est un vieux château dans lequel, dit-on, les rois de France ont signé un certain nombre d'actes importants. On est au XIVe siècle, grosso modo. Voilà. Donc, ce château était par là. Il a été démoli. Il était réputé en ruine en 1640 et les terrains ont été vendus à la Révolution, naturellement, comme étant les biens de la famille Conti, qui étaient les successeurs de la famille Montmorency. Donc ce quartier-là s'appelle maintenant Beauregard, il a perdu le terme de Plessis. Et vous avez pu voir des morceaux de murs tout le long. Il y en a qui ont été dégagés avec les travaux qu'ils ont fait dernièrement. Il y avait un mur qui était à la limite de la forêt. Ce côté-là s'appelait le parc de Monsieur le Prince. Et il porte toujours ce nom, et les gens de Taverny, les vieux, comme moi, disent le parc. Voilà. C'est une habitude que l'on a. Donc il est référencé un peu comme ça, comme étant le parc. Voilà. Donc vous en verrez, il y en a un peu plus loin, à la limite de la propriété Picot, qu'on voit apparaître. Voilà. Voilà, et effectivement, c'est un endroit où on a un beau regard sur la vallée. D'ici, on voit Herblay et Mantes-la-Jolie, et de l'autre côté, on voit sur Sannois, Paris. Voilà.
on va s'arrêter là, je vais faire une petite présentation du quartier. Je vais vous demander d'avoir une imagination débordante. On va se situer en 1840. 1840, le quartier est un petit peu différent, puisqu'on est sur le cimetière, et le sol du cimetière, il est à cette hauteur-là, à cause des enterrements qu'on a faits et qu'on a empilé les gens les uns sur les autres depuis, grosso modo, à l'époque, 600 ans. Cette maison-là n'existait pas comme ça, elle avait deux petites constructions. Le chemin de l'Exiomo montait, le mur du cimetière montait jusqu'à cette hauteur-là, naturellement, un peu plus même, et il y avait un calvaire sur le coin devant la porte. Là. Ici, cette rue s'appelle la rue de l'Église, s'appelait la rue de l'Église. Dans les années 1700, il y avait dans ce grand terrain que vous voyez là, il y avait le presbytère de l'époque qui a été démoli en 1750. La Maison Blanche que vous voyez là, ça a été le presbytère communal. Presbytère communal parce que 1804, Napoléon et la Révolution avaient saisi tous les biens, enfin la Révolution avait saisi tous les biens de l'Église, et puis en 1804, il a été édicté que l'État français, l'Empire, devait subvenir au logement et au complément du viatique des prêtres, des desservants. Donc les prêtres à Taverny, certains avaient été propriétaires à une époque et d'autres après ont été logés en ville, chez l'habitant. Le presbytère, il était chez l'habitant. Sauf que l'évêché s'est plaint, de Sénéoise à l'époque, l'évêché s'est plaint, le curé aussi, parce que son viatique n'était pas suffisant pour payer le loyer. Donc la commune a recherché un logement pour loger le curé et le desservant, et elle a acheté cette Maison Blanche en 1857. Un des propriétaires précédents avant avait comme femme la seconde femme de Danton. Donc l'histoire nous rattrape à grands pas. Ici, cette partie-là, jusqu'à la route là-bas derrière qui descend, c'est ce qu'on appelait la pointe de l'église. La route qui est là, qui s'appelle Benjamin Godard maintenant, qui avant était rue du Château, n'existait pas. Elle a été construite en 1860 avec le cimetière. Le parvis de l'église faisait 7 mètres de profondeur. Il s'arrêtait, grosso modo, fermé par un mur, clos par un mur le long de là, qui s'appelait la montée de l'église pour arriver au cimetière, et puis tout le reste c'était enclavé. Voilà. Et c'est le terrain qui est celui où il y a le tennis, en dessous, celui de la chapelle Orange-Chabot, et un morceau de terrain derrière ont été acquis en 1841 par M. Rouen-Desmalais, qui était le maire de Taverny. Parce qu'il l'intéressait d'une façon bien précise, parce que ces terrains-là sont pourris de sources. Ça s'appelle la source, tout l'ensemble des sources s'appelle la Siomette, qui alimentait la fontaine en bas de la rue de l'église, et puis le gué à chevaux. Et donc, il y avait dans son terrain des sources, et il a capté ces sources pour alimenter une partie de son château, qui était le château de Bellevue. Ça n'existe plus maintenant. Dans le haut, à la place du château, il y a la maison de retraite Sainte-Geneviève. Et dans le bas, il reste le parc aux oiseaux, pour ceux qui connaissent, et l'autre maison de retraite qui s'appelle le village, qui était la ferme. Voilà. Donc, le quartier était un petit peu fermé. Voilà. C'était pas aussi visible que ça. On voyait mal l'église parce que le mur arrivait ici, hein, d'altitude comme ça. Et pour rentrer dans l'église, là, on monte 1, 2, 3, 4, 5 marches. On en descendait 2. L'entrée était principale là et il y avait 2 bâtisses qui étaient ici. Voilà. Donc ici, on est sur l'ancien cimetière. Là, il y avait une allée qui faisait... ils ont relevé les tombes et les ont mis dans un... Oui, alors... les tombes, il y avait les concessions ont commencé en 1840, un peu avant. Donc il y avait des concessions perpétuelles, 99 ans et plus. Il y avait des trentenaires et il y avait des quinzenaires qui sont transformés en 12 ans à une époque un peu plus tard. Et les caveaux où on enterrait les gens de façon provisoire, on ne pouvait pas les relever avant 5 ans. Voilà. Donc ici, on a le nouveau mur du cimetière. L'agrandissement du cimetière qui était ici se trouve juste derrière. Il a
sur, allez, on va dire jusque la première allée, dans le cimetière qui est derrière. Et il descendait un peu en biais jusqu'au bout. Il y avait un mur qui était à peu près de ce gros arbre qui est là, jusque là, mais qui a été rectifié après quand ils ont remodifié tout l'ensemble. Il n'y avait pas de sacristie. La sacristie a été construite bien plus tard. Elle est très grande. Voilà, elle a été reprise sur les contreforts de l'église. Ça, c'est la porte de la chaufferie, qui se trouve donc presque au bord du cimetière. Et l'accès à ce premier cimetière se faisait par le bout, là où le mur est avec des évents pour l'évacuation des eaux. Pourquoi? Parce que le cimetière qui était là, quand ils ont commencé à agrandir, le cimetière était à cette hauteur-là. Donc c'était facile, sur une pente qui rattrapait facilement la hauteur du cimetière qui était derrière. Donc il était réalisé de la même façon que tous les cimetières d'ici ou d'autre part. Le long des murs, ce sont les concessions perpétuelles. On complète par le milieu du cimetière par les concessions trentenaires et quinzenaires, ou par 12 ans. Voilà. Il reste en bas du cimetière généralement une petite partie pour mettre les hors confessions catholiques. Donc ça a disparu, ça maintenant, il faut que j'essaye. Je retrouve à peu près, donc on a dans le haut du nouveau cimetière une partie où on peut pendre, descendre. Mais d'habitude, dans tous les cimetières, il y a les confessions non catholiques et il y a généralement une place qu'on appelle pour les indigents. Les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un enterrement, on les enterre quand même de façon sociale et humanitaire et aussi pour la santé publique. Voilà. Donc on fait le tour et puis vous allez retrouver la grande porte où tout le monde vous attend. Donc avant, on enterrait les nobles et les riches dans l'église jusqu'en 1776. Ça a été interdit après et ça a été réservé aux archevêques et aux curés. Les pauvres étaient enterrés dehors. Quand je dis les pauvres, c'était ceux qui n'étaient pas suffisamment riches pour avoir une place à l'intérieur. Et selon le rang financier ou le rang social qu'on avait, on était plus ou moins enterré près de l'autel ou dans la nef, voire même sous l'autel. Voilà. Et donc, les gens qui étaient la première classe sociale de riches, si on peut dire, et de nobles, étaient enterrés dans le cimetière à l'extérieur, ici, tout près de l'abside. Pourquoi? Parce que plus on est près du Père, plus on monte vite. Voilà, c'est l'application de la religion catholique depuis longtemps. Et on voit, il y en a quelque part par là, on voit quelques crochets, ou emplacements de crochets qui restent. Il y en a un là. Voilà, ici, là. Voilà. Là, il y en a d'autres aussi. Qu'on accrochait, les croix, voilà, et on gravait les noms des gens. Ce qui vous prouve bien que à l'époque, les gens ne faisaient pas 1m80 comme moi. La taille moyenne du français, c'était 1m60. Donc, il accrochait la croix en face de lui. Donc, le sol était là. Mais alors, l'église était enterrée, alors? L'église était enterrée, et c'était un drame, parce que l'église s'est pourrie. L'humidité est remontée 1m10, c'était là. Et on trouve des inscriptions alors il y a des inscriptions modernes, mais il y a des vieilles inscriptions, des noms qui sont un peu anciens, de gens qui étaient enterrés là, auprès. Hein. Là, on en voit un on en voit un beau, là. Ils ont perdu le crochet. Là, ici. Ah oui, là, il y en a aussi. Ils ont perdu le crochet. Il y en a un là, là-bas. Oui, il y en a partout. Hein. Accroché soit des croix, là celui-là, il est là. Ici. Ça aussi, là, c'est une cheville de bois. Là. Et en plus, sur les pierres, vous allez voir, plus par là, on voit les signatures des bâtisseurs.
gens qui construisaient partout, on allait dans toutes les villes de France, ou de Navarre, où il y a des châteaux forts, où il y a des églises, des choses comme ça, vous trouvez un certain nombre de pierres où les gens ont fait un signe, ça veut dire c'est moi qui l'ai fait. Certains, il n'y en a pas, il ne faut pas croire qu'il ne l'a pas signé, c'est parce qu'il l'a signé de l'autre côté. Voilà. Et donc se trouvait ici un calvaire que l'on voit représenté sur le plan de Jean-Michel Guet. Et juste à côté, sur le plan de 1843, il y a les deux premières concessions perpétuelles, une perpétuelle, l'autre trentenaire, qui ont été prises à la commune de Taverny. Donc on réservait une concession de 2 mètres, ou de 4 mètres, ou de 6 mètres, selon qu'on était plus ou moins riche ou qu'on voulait avoir plus ou moins un caveau. Il y avait des caveaux qui étaient de pleine terre, il y avait des caveaux qui étaient maçonnés, et les grands étaient des caveaux avec des niches dans lesquelles on pouvait ranger les cercueils. Et il reste de cette première concession, tout dans le haut de l'arrondi du cimetière, pardon, merci, une petite, une pierre tombale, où il y a marqué Créneleu, famille Créneleu. C'était eux qui avaient la première concession, qui était là ici. Elle a été transférée dans le haut du cimetière, à un endroit qui n'était pas celle où elle est maintenant. Et quand on a agrandi le cimetière, la tombe a été démontée et c'est la pierre tombale qui a servi, elle a été mise au dos de l'arrondi du cimetière. Voilà, elle est placée entre un banc et la poubelle. Voilà, on a fini l'histoire du quartier. Merci beaucoup. Merci, monsieur.